Voilà, bonsoir à tous. Merci de votre présence et de vous intéresser donc à la phytoépuration. Donc quelques mots en ce qui me concerne et puis la société aussi donc, que j'ai créée pour répondre à un besoin qui est survenu dans les années 2003. Donc la société s'appelle Fragmitech. À l'époque, en 2003, donc, est paru un arrêté fédéral qui interdit l'épandage des boues en agriculture. Donc, il a fallu trouver une solution pour éliminer ces boues. Plusieurs solutions étaient envisageables pour la déshydratation des boues, puisque ces boues sont à la base à l'état liquide pour être répandues. Et puis ensuite, on nous demandait on nous demande toujours du reste de les brûler. Donc pour pouvoir les brûler, il faut bien sûr les épaissir, donc enlever l'eau qui est contenue dans ces boues. Donc j'ai regardé sur le marché qu'est-ce qui existait comme système pour déshydrater ces boues de façon à ce qu'elles soient incinérables. Et après recherche, donc moi j'ai proposé donc le système qu'on appelle le fragmicompostage. Donc je parlerai dans le troisième point. Et puis, de fil en aiguille, de visite en France, donc les communautés, enfin, les communes, les autorités sont intéressées à cette solution de déshydratation des boues. Le problème qu'il y avait, c'est que personne en Suisse, en tout cas sur la Suisse romande, n'était à même de réaliser ce genre d'installation. Donc j'ai fait cette société puisque j'étais un peu dans la construction du génie civil. Donc je me suis fait aider avec une personne de Neuchâtel qui avait des liens en Allemagne, puisque l'origine du procédé remonte au milieu des années 60, qui a été élaboré en Allemagne pour l'épuration plus générale des eaux usées, brutes, et pas seulement pour le traitement des boues d'épuration. Alors je propose la soirée ainsi, enfin mon intervention, l'assainissement collectif, donc toujours bien sûr relié à la phytoépuration, l'assainissement individuel et puis le traitement des boues d'épuration. Alors quand on parle d'assainissement collectif, on parle bien sûr de traitement des eaux usées brutes, hein, donc tout ce qui est produit dans un ménage quotidiennement. Pour ce genre d'installation, on prévoit en gros, généralement 3 équivalents habitants par mètre carré. Donc vous voyez que dès qu'on commence à parler de qualité relativement importante, on arrive tout de suite sur des dimensions qui ne sont pas négligeables. Donc ce type d'installation est quand même limité à plutôt des aspects villageois, petites localités que grandes villes. Donc ces types d'installations sont constitués de 2 bassins, de 2 étages de différents bassins. On expliquera après le fonctionnement de ces étages. Un premier étage généralement qui est constitué de 3 bassins horizontaux. Quand je dis horizontaux, c'est à écoulement. Non, je m'excuse, c'est plutôt vertical que j'aurais dû mettre. Et puis le deuxième étage, c'est 2 bassins, soit horizontal, soit vertical. Comme toute step en entrée, il y a d'abord un aiguilleur pour retenir tout ce qui est déchets, un dessableur pour retenir aussi tout ce qui est matière minérale. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle une chasse. Donc c'est tout simplement un réservoir où on stocke l'eau usée. Et puis ensuite, on la déverse sur le premier étage de l'installation. Et puis ensuite, il y a une deuxième chasse intermédiaire qui se trouve entre le premier et le deuxième étage, où là aussi, une fois que les eaux usées sont passées dans le premier étage des bassins, avant d'aller directement dans le deuxième, on les stocke aussi dans une chasse et ensuite on les déverse directement sur le deuxième étage de bassin. Et puis à la sortie, il y a un canal de mesure ou de prélèvement comme on a dans toute station d'épuration. Donc les lits
un lit à écoulement vertical se présente comme ceci. On a ici l'arrivée des eaux brutes, donc qui sont bien sûr après passées dans le dégrilleur. Et puis on déverse ces eaux sur des bassins, donc qui peuvent être constitués soit en déblai remblai, soit en béton, suivant la place qu'on a et puis les possibilités. Dans ce bassin se trouvent des drains et puis différentes couches de matériaux dans lesquelles l'eau va filtrer verticalement. Donc cette eau elle est amenée par des tuyaux à la surface du filtre sur lequel on a planté justement des roseaux. On expliquera tout à l'heure rapidement pourquoi des roseaux. L'eau percole, donc tout ce qui est matière organique est piégé en surface. Par contre, tout ce qui est eau, effluent, est récolté au fond par des drains et puis s'évacue dans la deuxième chasse. Alors, la chasse, elle peut être soit gravitaire, c'est-à-dire avec un système d'objets qui s'ouvre, qui se bascule et qui se vide automatiquement. Si on est sur du terrain plat, à ce moment-là, il faut imaginer avoir un système de pompe qui fait la même fonction, sauf que les effluents sont amenés par pompage. L'écoulement horizontal, on n'amène plus les eaux décantées, donc qui viennent du premier étage, à la verticale du filtre, mais on les insère dans le filtre à l'entrée. Et ensuite, on a un système d'écoulement horizontal, donc jusqu'à une sortie. Et là aussi, on a un deuxième traitement qui se fait pour les eaux usées. Donc voilà, sous forme de schéma, donc vous avez ici le dégrilleur, vous avez ici éventuellement un déversoir. Si vous avez un système de collecte des eaux usées qui n'est pas 100% en système séparatif, il peut qu'en cas d'orage, il y ait des déversements. Donc il peut y avoir un déversoir ici. Ensuite, on appelle la chasse, alors qui peut être un auget ou un poste de relèvement si vous avez des problèmes de dénivelé. 3 bassins. Donc le principe consiste à alimenter chaque bassin alternativement. Alors ordre de grandeur, c'est une semaine un bassin, une semaine un autre, et puis la semaine suivante. Ce qui fait que chaque bassin reste 2 semaines sans alimentation, ce qui permet de la matière de sécher et puis de se minéraliser entre autres. On verra ça plus tard. Donc ensuite, par les drains, les eaux sont récupérées dans la deuxième chasse intermédiaire et sont renvoyées sur 2 bassins par écoulement soit vertical, donc ici c'est un écoulement vertical, mais d'autres procédés utilisent des écoulements horizontaux. Et puis ensuite, suivant aussi là, s'il y a des problèmes de dénivelé, il y a un autre système de pompage et puis le canal de sortie. Bon, la variante, on n'en parlera pas ce soir. Donc voilà une installation qui a été réalisée dans les années 95-97 dans la région lyonnaise. Donc c'est une installation avec 3, je ne sais plus s'il y a 3 ou 4 bassins, mais vous voyez que c'est pas nécessairement un terrain horizontal qui peut être utilisé. On peut très bien faire ça dans des coteaux. On voit ici la sortie de l'effluent après le traitement. Voilà donc une installation avec un filtre à écoulement vertical. Donc vous voyez que les effluents sont amenés à la verticale. Il y a une petite plaque ici pour éviter que ça ravine les matériaux. Mais voilà, on voit très nettement ici les 1, les 2, les 3 bassins. Ils sont prêts. Là, on vient juste de planter les roseaux, on les voit à peine. Et puis l'écoulement vertical, oui, aussi là, c'est un écoulement vertical, où du fait qu'on n'a pas de matière, puisqu'elle a été piégée dans les premiers bassins, on n'a plus que du liquide. Donc ici, le liquide est répandu par un système de drain de manière un peu plus
régulière sur toute la surface, alors que dans les autres bassins précédemment, vous avez vu, il n'y avait que 4 endroits pour répandre l'eau, enfin les effluents sur les filtres. Voilà dans les grandes lignes, en ce qui concerne l'assainissement collectif, donc c'est peut-être pas forcément celui qui vous intéresse ce soir. L'assainissement non collectif, alors là on parle peut-être plus dans le vif du sujet. Donc là on parle plus de 5 mètres carrés par équivalent habitant. Selon l'eau les eaux qui sont à traiter, parce qu'on va voir qu'il peut y avoir plusieurs types d'eau, donc les eaux usées brutes, donc c'est ça qui concerne toutes les eaux d'une habitation, y compris les toilettes. Et puis il peut y avoir des eaux grises, donc c'est tout ce qui est eau de buanderie, de cuisine, de salle de bain, mais sans les toilettes. Et puis là, suivant les eaux qui sont à traiter, on peut avoir un ou plusieurs bassins et puis des écoulements horizontaux ou verticaux. Alors je vais vous montrer quelques exemples de réalisations qu'on a fait ces deux dernières années. Donc tout d'abord à la Combe-Tabéillon, donc qui se trouve près de Lovelier. C'est une ferme qui est au fond d'un vallon, où c'était bien sûr impossible d'aller raccorder l'écoulement des eaux usées à la station d'épuration. Donc ils ont fait appel à mes services pour qu'on leur mette en place un système de traitement des eaux usées, mais qui sont passés d'abord dans l'ancienne fosse à purin. Donc en fait on n'a plus que des jus à traiter avec cette installation. Une installation aussi à Moran, où là on a une habitation individuelle, et puis la personne a voulu mettre des toilettes sèches, mais il restait quand même ces eaux grises à traiter. Donc là on a fait, il a fait, puisqu'il a fait ça en autoconstruction, une petite installation pour traiter ces eaux. Une à Hauteville, donc dans Fribourg. Là, un chalet qui se trouve à 950 mètres d'altitude, dans un peu le même cas de figure. Là, on vient de mettre dernièrement en service une installation à Riez, donc dans l'Avaux. Un exemple particulier, enfin deux exemples qui sont particuliers. Donc d'abord une coopérative qui s'appelle Équilibre, qui se trouve à Honnay. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous en ont entendu parler. Vous verrez, c'est assez particulier comme installation. Et puis deux installations qu'on est en train de faire à Genève aussi, pour des jardins familiaux qui doivent être déplacés. Donc le bureau d'architecte qui nous a contactés voulait traiter les eaux du local qui servent pour les locataires des jardins familiaux pour traiter les eaux. Donc la Combe-Tabéillon, donc vous voyez le style d'installation. Donc là c'est des installations à écoulement, un écoulement horizontal, c'est-à-dire qu'on a les eaux qui arrivent sur cette entrée ici, elles traversent le bassin et puis elles sont récupérées en sortie du bassin, puis après sont rejetées dans le ruisseau qui se trouve juste là derrière. Donc là c'est, je crois, dans les 35 équivalents habitants. Donc comme on traite que des eaux, on n'a pas de matière organique à traiter, on a pu diminuer le dimensionnement pour cette installation. Donc voilà, quand vous avez un écoulement vertical, à l'entrée et à la sortie du bassin, vous avez on appelle ça un gabion, vous avez du gravier, on verra après mieux sur d'autres photos, la constitution de ce gravier qu'on met autour du drain qui récolte les fluents et qui sort du bassin. Bien sûr, ces bassins sont entièrement rendus étanches avec une géomembrane. Je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais c'est pas simplement des mouvements de terre qui sont faits pour créer le bassin, mais on a l'obligation de rendre ces bassins étanches. Donc pour ça, on fait appel à des entreprises spécialisées. Voilà Moran. Moran, donc là vous avez une habitation individuelle qui se trouve loin de tout réseau d'assainissement.
et puis je ne sais plus lequel est le propriétaire, puis son frère, voilà, donc ils sont en train de construire leur installation. Alors eux, ils ont des toilettes sèches à l'intérieur, et par cette installation, on traite les eaux grises. Alors eux, ils ont aussi prévu à la sortie du bassin, avant de rejeter dans le ruisseau, de faire un étang. Moi, eux, ils appellent ça un étang d'agrément parce qu'ils veulent mettre des poissons puis des plantes aquatiques. Mais ça peut aussi on peut aussi l'appeler bassin de finition, où là, l'eau prend encore du temps pour finir son épuration si c'est encore nécessaire. Donc voilà, à l'entrée et à la sortie des bassins avec écoulement horizontal, on a 3 types de matériaux. À l'entrée et à la sortie, on a ce matériau qui est à la verticale des drains. On a une couche plus fine qui sépare ces 2 couches de chaque côté. Et ça, c'est la couche principale où là, les filtres, où les fluents percolent et dans laquelle on vient planter les roseaux. Voilà, Hauteville. Alors là, on voit bien les deux, l'entrée et la sortie des filtres. Rier, donc voilà, c'est un architecte qui a rénové la maison, l'a agrandi, et puis pour traiter ses eaux, donc il a conservé une ancienne fosse qui existait. Par contre, avant, les eaux étaient rejetées dans le terrain naturel. Il y avait des problèmes de colmatage ou autre, donc il a dit qu'il voulait utiliser maintenant un système avec roseau pour épurer les rejets après la fosse. Voilà la coopérative Équilibre. Alors là, 2 mots sur cette coopérative. Donc c'est un bureau d'architectes de Genève qui m'a contacté. Donc ils ont construit 3 immeubles de ce style. Donc celui-là, dont on traite les eaux. Donc celui-là a une construction entièrement en bois, donc ossature et dalles en bois. Et il n'y a que des toilettes sèches à l'intérieur de ce bâtiment. Donc je vous montrerai les composts qui sont à l'intérieur. Mais ça n'empêche qu'il restait à traiter les eaux grises. Donc là, on a fait un bassin qui se trouve sous la terrasse de la personne qui habite au rez-de-chaussée. Alors, quand ils m'ont proposé de faire le bassin ici, j'étais pas tout à fait enchanté. Je me demandais si on pouvait faire peut-être une autre partie, mais non. C'était là qu'ils voulaient, enfin c'était le seul endroit, semble-t-il, qui convenait pour faire ce genre d'installation. Donc voilà, les eaux de l'immeuble, qui comporte 12 appartements, donc arrivent à l'entrée du bassin, là, donc qui est en cours de construction, ressortent de ce côté-là. Ici, on a une chambre de contrôle, si on peut dire. Et ensuite, ça part dans les eaux claires, donc les eaux pluviales, qui vont directement au Rhône, j'imagine, d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc ensuite, avant de poser la géomembrane, on pose un géotextile pour protéger la géomembrane de tous les cailloux qui pourraient pincer la géomembrane, la perforer, et puis ainsi ne plus avoir d'isolation, d'étanchéité plutôt. Voilà, donc là ils sont en train de mettre le matériau de filtrant. On voit très bien ici donc le drain de récupération de l'effluent. Donc c'est des drains à fente, ce n'est pas des drains perforés. Et puis là l'installation est terminée. Et puis on s'apprête à planter les roseaux. Là on voit que la terrasse est en cours de montage. Puis là, c'est quelques mois après, j'imagine. On voit. Alors ici, pour éviter donc ces roseaux, évidemment que quand on les plante, ils ont 18 mois, donc ils font à peu près 50-60 cm. Et puis quand ils sont à l'âge adulte, au bout de 2 ans, eh ben, ils font 2,50 m. Donc là, il ne faut pas que le propriétaire ait des roseaux 2,50 m devant chez lui. On a mis des roseaux jusqu'à peu près au milieu
de l'installation. Puis ensuite, là, on a mis d'autres types de plantes, plutôt des iris, et puis je ne sais plus quel autre modèle de plantes on a fait, pour que ce soit un peu plus agrémenté qu'un champ de roseaux. Voilà, donc qui parle d'écoulement horizontal, évidemment que dans le filtre horizontal, quand vous amenez les fluents percolent, et puis ensuite le filtre se vide. Avec le lit horizontal, à la sortie du filtre, il y a un système de surverse, parce que le style de fonctionnement du filtre à écoulement horizontal, c'est que le filtre est en permanence saturé d'effluents. Et pour maintenir le niveau d'eau dans le filtre, eh bien, on a à la sortie du filtre un système de tuyaux flexibles avec une chaîne et un crochet qui permet de pouvoir régler le niveau de l'effluent dans le bassin. Mais jamais le niveau de l'effluent ne dépasse le niveau zéro du bassin. On maintient toujours le niveau de l'effluent dans le filtre à peu près 10-15 cm plus bas que le niveau où sont plantés les roseaux. De façon qu'on n'ait pas un plan d'eau qui pourra attirer peut-être des moustiques ou d'autres animaux. Voilà pour ceux que ça intéresse, donc les composts, je ne sais pas comment on appelle ça, les compostières ou autres, qui sont dans les sous-sols du bâtiment. Donc il y en a un par étage. Donc vous voyez, il y a l'orée, le premier, puis le deuxième. Et puis chaque propriétaire, sauf erreur, est responsable de l'entretien et de la gestion, enfin, dans le cadre de la coopérative, de son traitement. Mais ça, moi, je ne me suis pas du tout occupé. Hein, donc c'est une autre personne qui s'occupe de ce genre d'installation. Moi, je ne suis pas du tout au fait de cette... Et puis, dernier exemple, donc, qui est en cours actuellement, on a partiellement fini, enfin, oui, au mois de décembre. Donc, à Genève, il y a, vous connaissez les problèmes de place qu'il y a, donc il faut construire. Alors, les jardins familiaux qui se trouvaient qui se trouvaient de plus en plus dans l'agglomération, le canton de Genève a décidé de les sortir des habitations et puis d'en créer deux autres à Vernier, ici, et puis un autre à Plan-les-Ouates. Et puis, c'est le même bureau d'architectes qui s'occupe de ça. Donc, ils ont ici 120 ou 140, je ne sais plus, jardins. Et puis, ces jardins, donc, au centre de ces jardins, il y a un bâtiment qui sert pour les locataires. Donc, il y a une salle de réunion, il y a une cuisine, il y a des toilettes, il y a des douches qui sont accessibles par toutes les personnes qui utilisent qui louent les jardins. Et puis, ils ont mis pour tout ce qui est toilettes, aussi des toilettes sèches. Et puis, les eaux qui sont générées par la cuisine, par les douches et par d'autres points d'eau, donc sont traitées dans une installation de phytoépuration. Et puis, ils partent ensuite au ruisseau qui est à côté. Je crois même qu'ici, ils ont envoyé les rejets dans un fossé qu'ils ont créé en bord de parcelle. Voilà, donc vous avez vu qu'avant, là, ils étaient en train de souder autour du tuyau d'arrivée des eaux, voilà, ici. Donc ça, c'est le drain de distribution, si on peut dire, qui répartit l'eau sur les effluents sur toute la largeur du filtre. Ensuite, ça traverse le filtre et puis c'est récolté à la sortie. Voilà, et puis maintenant quelques diapositives donc sur le traitement des boues d'épuration dont on parlera un peu plus précisément après avec Madame Thévenard. Voilà donc le traitement des boues. Donc vous voyez que là aussi on parle de petites installations inférieures à 5000 équivalents habitants. Parce qu'on traite, il faut tout de suite des dizaines, des centaines de mètres carrés suivant les installations. Et on sait chez nous le prix du mètre carré, donc il n'est pas question de faire des installations qui font des hectares comme vous verrez rapidement après.
Hein, donc ici, vous voyez qu'au Danemark, par exemple, on a des installations pour 125 000 équivalents habitants. C'est 6 hectares, plus de 6 hectares de roseaux. Donc, vous voyez que chez nous, c'est inconcevable ce genre d'installation. Voilà. Donc nous, on se limite à des petites installations comme on a réalisé dans le cadre de Fier ou d'autres endroits. Et puis actuellement, on voit qu'il y a une quantité de pays qui font ce genre d'installation. En France, pareil qu'ils en mettent à peu près une centaine en service chaque année. Tous les 3 jours, il y a une installation. Donc voilà, on reprend le même principe. Hein, donc je vais aller assez vite avec ces diapos. On fait des lits étanches, garnis de matériaux et puis plantés de roseaux. Alors les roseaux, bon, quelques spécificités du roseau. Donc évidemment, ce qui est important, c'est son système racinaire hein, qui est extrêmement développé et qui colonise alors très rapidement le filtre où on a mis les matériaux. Et c'est là-dessus que va se créer tout ce qui est constitué la rhizosphère. C'est donc tout ce qui est biologique va être supporté soit sur les matériaux même du bassin, soit sur les roseaux. Donc on a plutôt tendance des fois à dire qu'on fait de l'épuration par les roseaux, mais en fait il faut plutôt dire que les roseaux créent des conditions pour de l'épuration. Donc là, voilà, donc les systèmes racinaires très développés. Évidemment, comme on leur amène de l'eau, c'est des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau, donc c'est des plantes qui boivent énormément de l'effluent qu'on amène. On estime qu'un plant de roseau, il lui faut à peu près 30 litres d'eau par jour en plein été. Quoi. Vous voyez, donc vous pouvez leur ramener, vous risquez pas de les noyer et puis de les faire crever parce qu'ils ont trop à boire. Donc voilà, croissance rapide. Donc comme je vous ai dit, au début on en plante dans le cadre des traitements d'éboues, on plante un plant de roseau au mètre carré, comme vous avez vu. On estime qu'au bout de 2 ans, il y en a 2 à 300 au mètre carré. Donc vous voyez que ça repousse, mais très très rapidement, ça se développe sans fin. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait des bassins étanches, pour éviter que aussi ça se propage peut-être dans d'autres dans l'environnement. Voilà, sinon l'avantage aussi du roseau, c'est qu'il sèche. Hein, vous avez tous vu la grande carissée, tout sèche. Et puis le phénomène qui se passe, c'est que toutes les feuilles tombent et puis créent ce qu'on appelle un paillage, ce qui protège aussi la biologie l'hiver. Donc il y a quand même une biologie qui se développe et puis qui se maintient en hiver malgré le froid, parce qu'on a aussi par ce phénomène une protection du filtre. Et puis c'est des plantes indigènes, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller faire importer ces plantes d'un pays tropical ou je ne sais où pour s'en fournir. Voilà, donc le fonctionnement rapidement, on alimente les filtres depuis le bassin soit le bassin d'aération, soit le stocker où on avait nos boues. Alors un schéma qui vous explique très bien le fonctionnement, le bassin, le filtre et les roseaux. On amène les boues liquides, elles sont récoltées par les drains qui sont prolongés pour permettre ensuite l'aération, puisque là l'effluent percole et s'évacue. Donc la matière est piégée en surface, mais une fois que l'effluent, le liquide s'est évacué, l'air permet de circuler dans le fond du bassin par ces drains. Donc là on alimente le bassin donc pendant quelques années, la matière s'accumule et puis quand le bassin est quasiment plein, on le laisse au repos pendant à peu près une année. Là, du fait qu'on le laisse au repos, ça veut dire qu'on n'alimente plus le bassin, donc il n'y a plus d'eau qui vient dans le bassin. L'eau qui était s'évapore et on a une augmentation de la siccité qui nous permet ensuite de pouvoir le récolter avec des machines ou à la pelle et de pouvoir l'amener en incinération ou bien en compostage, parce qu'évidemment chaque pays traite ses boues différemment. Alors en France, ils ont un cahier des charges, et puis si les boues respectent ce cahier des charges, ils peuvent les remettre en agriculture, chose qui n'est pas possible sous nos contrées. Et puis ensuite, une fois qu'on a vidé le bassin,
on laisse repartir les roseaux et puis on est bon pour encore quelques années. Voilà, donc là on parle aussi de à peu près 3 équivalents habitants par mètre carré. On conseille 2 lits au minimum. Là, donc là on n'a pas de système d'étage avec plusieurs bassins et on travaille en circuit fermé, c'est-à-dire que les boues qu'on amène dans les bassins, les percolats donc qui sont récupérés au fond des filtres, retournent à la station d'épuration. Il n'y a pas de rejet dans un récepteur naturel. Et puis, nous, on conçoit des bassins avec 1,50 m de profondeur. On estime qu'on a à peu près 15 cm de boue qui s'accumule chaque année. Donc, on peut penser qu'au bout de peut-être 7 ans, 8 ans, ben, on peut commencer à mettre un premier bassin en service et puis le récolter. Donc là, la structure du bassin, la géomembrane pour rendre étanche le bassin, des drains au fond, la conception des matériaux, donc on met du gravier, du 20-40 mm, on mettait à l'époque, aux premières installations, un géotextile, mais suite à des problèmes de colmatage, maintenant on met du gravier fin, on met un substrat qui est constitué de ces matériaux plus de la terre végétale, et puis on vient mettre les roseaux à l'intérieur. Donc là, on a une petite partie délicate qui est au début de l'alimentation, puisqu'il ne faut pas trop charger le bassin pour ne pas le colmater dès le départ. Donc, on fait une alimentation progressive du bassin. Ces bassins, ils sont alimentés alternativement, donc on en a aussi 3 ou 4 ou 2, suivant la taille de l'installation. Et puis chaque semaine, on alimente un bassin, ce qui permet aux autres bassins de se reposer et puis à la matière de sécher. Voilà, alors il y a différents systèmes de vidange des bassins. On peut le faire à la machine comme ça, avec un godet tranchant. On peut aussi le faire avec un godet, une pelleteuse ou autre. Ça, c'est fonction des lieux. Donc ce qu'on sort, voilà, on estime que c'est 40-45%. Alors, ça dépend aussi du temps qu'on a laissé reposer le bassin. On a un matériau qui est inodore, d'aspect de compost, bon, qui est intéressant, ça, ne pas trop voir chez nous, et puis qui n'a pas de résidus chimiques, puisque les boues sont traitées sans floculants ou sans polymères pour les épaissir. On les prend telles qu'elles sont dans la station, dans le stocker, parce que c'est là qu'on les prend. Exceptionnellement pas à Fier, puisque à Fier, on les prend directement dans les bassins d'aération, qui est la seule installation que je connaisse qui fonctionne selon ce système. Ensuite, les coûts, c'est pas trop technique, mais du fait qu'on a un système qui peut être très bien fonctionné gravitairement ou quasi-gravitairement, donc il y a très peu d'entretien pour le système. Si on a la chance d'avoir des bassins qu'on peut mettre dans un terrain en pente, eh bien, tout ça peut fonctionner gravitairement et on a très peu d'énergie, peu de main-d'œuvre, enfin peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, et puis on n'a pas non plus de produits réactifs qu'on retrouve dans les éboues. Voilà, donc c'est une conclusion rapide sur tout ce qu'on vient de voir. Donc très peu de transport, parce qu'évidemment on rentabilise au maximum la siccité des boues. Donc là on a aussi un gain. On l'a dit. Bon, c'est une solution à long terme, puisqu'on a vu que le bassin, une fois qu'on l'avait vidé, on pouvait le réutiliser encore pour un cycle suivant de 7, 8 ou 10 ans. Donc il n'y a pas de limite d'utilisation du bassin s'il est correctement entretenu. Voilà un bassin, une installation avec 3 bassins. Donc en rouge, l'arrivée des boues, et puis en bleu, le retour à la steppe. Donc ça, c'est l'image qu'on a vue tout à l'heure. Je ne sais plus où c'est ça, comme installation. Voilà un autre type d'installation. Donc là, un schéma du bassin. Et puis quelques images, donc ça pour ceux qui sont à tiers-rang, pour ceux que ça intéresse. Donc vous voyez quelques étapes de construction dans le terrassement. Ensuite
on fait les bassins, on met les tuyaux d'amener et les tuyaux de retour, l'étanchéité du bassin. Donc quand on fait des bassins pour les privés, pour une d'épuration, c'est exactement le même principe, hein, sauf que c'est à dimension plus réduite parce qu'il y a beaucoup moins évidemment d'effluents à traiter. Vous voyez ici les drains de récupération, là on met les matériaux, la terre, et puis ensuite la dernière étape, la plantation des roseaux, et puis la mise en service des bouts. Vous voyez quoi, alors ça c'est quelques mois après, on voit déjà mieux les roseaux, et ça c'est une année après, 2009-2010. Donc là ils ne sont non plus pas encore arrivés à terme, mais on voit déjà la différence. Voilà une installation pour vous donner une idée de ce qu'on fait par exemple au Danemark, ce que je disais tout à l'heure, donc c'est 6 hectares de roseaux avec 12 ou 13 bassins, mais là, un traitement des eaux usées classique avec une station d'épuration, je pense à Boutivé. Voilà une autre installation aussi, donc là c'est un peu moins grand, hein, c'est 8 bassins. Vous voyez que, ben, voilà. Donc ici ils avaient déjà mis une éolienne pour produire l'énergie de la steppe. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. L'hiver, vous avez dit que ça marchait quand même si les roseaux... Oui. Oui, parce qu'il y a toujours une biologie qui reste à l'intérieur. Donc il y a toujours une évolution de l'effluent d'un bout à l'autre du bassin. Alors il y a peut-être un rendement un peu moins bon, mais il y a toujours une épuration qui s'effectue. Ça, on a constaté que, de par la masse qu'on a dans le bassin, il y a une épuration qui continue à être effective. Du point de vue administratif, il n'y a aucun problème par rapport au système traditionnel. Alors, administratif, donc si vous prenez le classeur de la VSA, ce qu'on appelle l'association des professionnels de l'épuration de l'eau, il y a tout un catalogue de fiches, et chaque fiche décrit un type d'installation. Alors ça peut être des lits de sable enterrés, ça peut être d'autres systèmes, donc des mini-stations d'épuration aussi, donc tout ce qui est plus classique. Et il y a aussi le système de traitement de phytoépuration qui est décrit. Donc c'est un système qui est reconnu par la VSA puisqu'il donne des informations techniques sur la mise en place de ce genre d'installation. Alors, c'est clair qu'on ne parlait pas de ce type d'installation il y a 20 ans, mais aujourd'hui, les consciences évoluent et puis on a affaire à des gens, je pense qu'il y en a parmi vous, qui voient les choses différentes que le raccordement. Alors, le problème qu'on a, entre guillemets, c'est que l'administration, son cheval de bataille, c'est qu'il faut raccorder le maximum. Alors, si vous me dites, moi je veux faire ça, dans ma villa, dans mon lotissement, c'est cuit d'avance, hein, je vous dis. Par contre, si vous êtes à 200 ou 300 mètres du réseau d'épuration du village, là, il y a matière à discussion, parce que quand on fait une analyse en fonction des coûts que ça représente pour vous raccorder, le coût de votre installation, enfin, il y a plusieurs critères qui prennent en compte, mais on arrive à faire ce genre d'installation, parce que vous avez vu qu'à Riez, par exemple, on a fait ce type d'installation. Alors peut-être qu'il faut insister un peu, mais on arrive à faire ce type d'installation. À Moran aussi. À Moran, techniquement, il pouvait se raccorder. Le problème, c'est qu'il était 300-400 mètres du réseau d'assainissement communal. Et puis, c'était exclu pour lui d'aller se raccorder jusque-là. Donc, il est venu avec un dossier, des plans, des arguments. Et puis, voilà, il a obtenu son permis de construire. Donc, je connais les cas où les propriétaires ont tiré plus que 400 mètres de tuyaux, tout ça.
Oui, oui, mais parce que peut-être les gens obéissent voilà, naïvement au canton, disent non, vous allez vous raccorder, bon, ben, voilà, mettez 80 000 francs, puis vous allez vous raccorder. Quoi. Voilà. Puis toutes les années, ben, vous payez une taxe d'épuration, puisque si vous êtes raccordé, donc vous utilisez des canalisations, donc vous avez des taxes d'entretien de canalisation, puis vous avez des taxes d'épuration pour l'exploitation de la station d'épuration, comme dans tout village. Donc, c'est pas forcément. Ouais. Il y a même. Au niveau phosphore, comment ça se passe? Et puis micropolluants, micropolluants c'est autre chose, mais au niveau phosphore, le phosphore on met un peu ferrique dans les steppes, protéger le phosphore, mais là. Non, alors là, on n'a pas ce phénomène. C'est pour ça qu'on fait le système. Enfin, moi, personnellement, je préconise le système à écoulement horizontal en deuxième étage, parce qu'on s'est rendu compte que dans ce système où on a une masse continue d'eau qui circule dans ce truc, on a un meilleur traitement du phosphore à la sortie. Donc on obtient des valeurs tout à fait raisonnables et satisfaisantes sur le phosphore à la sortie. Donc il y a des contrôles à la sortie qui sont comme des contrôles. N'importe quel traitement d'épuration, vous avez des valeurs à respecter dans la loi à la sortie. Si vous ne les respectez pas, le canton vous impose de prendre les mesures qu'il faut pour les respecter, pour arriver à les respecter. Il ne s'agit pas de dire bon ben on le fait, ça marche pas. Non, alors là tu restes dans la loi, je crois que le propriétaire, enfin c'est la vérité, mais doit faire une fois par année une analyse un échantillonnage des rejets. Oui, c'était des questions un peu analogues, mais alors je vais en trouver une autre du coup. Donc, pour avoir un peu un ordre de grandeur, cette installation, par exemple, à Rie et Grand-Vaux, ça présente un investissement combien pour le privé qui veut faire sa démarche, pas juste pour... Là, alors, bon, qu'est-ce que... Grand-Vaux, donc, il a fait tout ce qui était terrassement. Il a pris ça dans sa part, lui, pour l'aspect génie civil, terrassement. Moi, j'ai fait qu'une partie, j'ai fait le dimensionnement, j'ai fait les plans pour son dossier de mise à l'enquête. Et je crois qu'entre l'étanchéité, je crois que ça tourne autour des 15 000 francs, quelque chose comme ça, pour 2 grandes. Ouais, je crois que c'est 15-20 000 francs, je dirais, pour prendre peut-être plus large. Est-ce qu'on passe au cas pratique, puis après on peut revenir aux questions avec le cas de tête de filet, qui illustre comment ça se passe Bon, pratiquement. j'ai toujours des questions pour Oui, justement, on peut revenir. En fait, avant, on avait des zones qui partaient en système militaire dans un étang creusé au bord d'Armand il y a très longtemps. Et après, on a fait la steppe parce qu'on n'a plus obtenu de permis de construire. Donc, elle a été mise en fonction en 91. Et l'effluent a continué à se diriger vers cet étang qui était au bord de l'Arnon. Et on n'a jamais eu de marquage de l'Arnon par l'effluent de la steppe, parce qu'en fait, on ne savait pas où sortait l'eau de l'Arnon. On n'a jamais eu d'ennui avec les gardes-pêche. Et quelques années après, à peu près en même temps qu'est arrivée l'interdiction d'épandre les boues pour l'agriculture, on a eu une demande pour remblayer les parcelles agricoles au bord de l'Arnon pour avoir un meilleur temps pour les cultiver. Et à ce moment-là, on a dû supprimer notre cheminement de l'eau parce qu'il n'était pas assez profond et surtout qu'il n'arrivait pas à supporter le poids des machines et des matériaux qu'on allait mettre dessus. Donc on a creusé un nouveau collecteur qui descend à l'Arnon tout droit, ce qui fait que l'effluent de la steppe, il sort de la steppe et quelques minutes après, il est dans le Wamba. Et on a eu des séances avec les gardes-pêche parce que la station d'épuration, elle peut épurer un certain nombre de choses, mais elle est à la merci
de ce qu'on lui envoie. Donc, suivant ce qu'on reçoit d'une station, les bouts flottent, normalement ils vont en bas, mais des fois ils montent. À ce moment-là, on a le départ des fuites de particules fines qui vont à l'Arnon et qui se mettent au fond et qui étouffent les petits êtres qui habitent là. À partir de ce moment-là, on a, comme on dit, de toute façon, on ne peut épandre les bouts en agriculture. On avait trois possibilités. Soit faire venir une station mobile pour floculer les bouts, soit les amener dans une steppe qui était organisée pour floculer, pour centrifuger les bouts, ou bien on a trouvé justement ce système de fragmicompostage. Et les trois communes qui sont sur la station de Fier, donc Fier, Fontaine et Grandran, ont opté pour cette solution-là. Et ça nous a permis de retenir ces particules qui partaient à l'Arnon. Et puis ça, c'était en fait la principale raison pourquoi on devait intervenir sur l'effluent de la steppe. C'est les écoles qui ont planté les roseaux, et c'est M. Bordeaux qui s'occupe de l'exploitation de la steppe et du fragmicompostage. On a une steppe de 800 équivalents habitants actuellement, mais on peut creuser un quatrième bassin si jamais il y avait une grande extension de nos villages. Mais avec le plan directeur actuel, on risque peut-être de rester à nos trois bassins. Alors, M. Bordeaux va vous donner des renseignements. D'abord, M. Badan, merci M. Badan d'avoir fait quelques machins pour présenter avec l'ordinateur, parce que moi, l'ordinateur, c'est net. Hein. Alors, après cette présentation, M. Bordeaux peut commenter les différentes images qui vont passer, et puis vous dire de quelle façon il alimente ses bassins. J'étais étonné d'apprendre alors que des fragmicompostages, quand on a étudié le problème, il n'y en avait pas du tout autant que vous avez présenté ce soir. C'était beaucoup plus simple. Alors, M. Bordeaux va vous montrer ses photos. Et ma foi, la station d'épuration, comme je l'ai dit au départ, elle retient ce qu'elle peut. Si on commence à parler de micropolluants ou ce genre de trucs-là, d'abord on ne sait pas combien il y en a, et puis elle n'est pas faite pour les retenir. Alors, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous d'utiliser le moins de micropolluants possible. Et si on ne peut pas les supprimer, au moins de juguler leur expansion. Et ça, c'est la possibilité de chacun. Alors voilà, M. Bordeaux, vous donnez Mesdames et messieurs, bonsoir. Plutôt que de vous expliquer, on a peut-être pensé que des images, que nous parlons que des grands mots, les mots, ce n'est pas des grandes choses, on s'exprime mal. Bon, déjà, on va vous présenter le site avec le bâtiment, les bassins de roseaux nettés, l'Arnon en bas. Donc, sous cette eau, c'est la biologie, donc, où l'eau est traitée avec le chlorure ferrique, parce qu'on la traite au chlorure ferrique chez nous aussi. Ça, c'est les bassins d'hiver. Donc, on peut avancer, il y a une spéciale. Voilà, on va s'arrêter là. C'est ce que M. Mignati vous a montré tout à l'heure. Ça, c'est la construction avec les drains sciés et non perforés, les tuyaux noirs. C'est les tuyaux d'alimentation, les rouges, c'est les tuyaux d'aération. Je vais bien expliquer. Voilà, ça c'est une autre vue. Non, on va pas s'accorder. Voilà, donc voilà. Oui, je me souviens pas. Donc voilà, ça c'est la masse filtrante. Donc le tuyau perforé là, il y a 20 cm de gros boulet, à 10 cm de gravillon, et puis il y a 20 cm de terre et cailloux où sont plantés les roseaux. Voilà. Donc là, ça peut être très intéressant. Ça, c'est l'arrivée des eaux dans les sableurs. Donc, ce que Mme Telna a dit, on reçoit n'importe quoi. On ne sait pas ce qu'on reçoit. Et là, on a une eau qui est orangée, on ne sait pas ce qu'il y a eu ce jour-là. Ici, c'est tout ce qui arrive, papier, nourriture. Là, bon, il y a un petit peu de mousse. Même des grands linges.
Donc chez nous, ben, l'eau passe par le dessableur, ensuite elle rentre dans la steppe, elle passe dans le tamiseur. Donc le tamiseur, il est chargé de récupérer tout ce qui est matière solide, papier, Q-tips, tampons, enfin j'en passe, c'est les meilleurs. Ensuite ça passe dans le conteneur, quand il est plein, c'est le camion poubelle, et puis on vide, et puis on re-remplit. On la vide aujourd'hui, il y a 400 kg pour 2 mois, donc c'est quand même pas rien. À gauche, on a la biologie, donc il y a les bactéries aérobies, donc qui vivent là où il y a de l'air, et là, les bactéries qui vivent là où il n'y a pas d'air, anaérobie. Voilà. Là, c'est l'intérieur de la biologie vide avec le piège à bout. Donc, à un certain moment, la steppe, la soufflante, elle s'arrête, donc il n'y a plus de brassage d'air. Là, il y a une décantation qui se fait, donc les matières solides se déposent, et puis après, quand on repompe, on pompe des matières solides plutôt que de pomper de l'eau. L'eau sera. Voilà, ça c'est le tout début de la steppe. Septembre 2008. Donc là, ça c'était le premier printemps. Pardon, plutôt le deuxième printemps. On voit les repousses. Là, on voit que c'est vraiment de l'eau de la steppe qui est chargée. Vous la voyez là au milieu, qui est très très chargée. Voilà, ça c'est le début des premières alimentations. Donc un roseau par mètre carré. Ça c'est l'été, donc on voit que la chaleur fait quand même son effet, ça craquelle, ça donne des jolies mosaïques, n'est-ce pas? Non, ça c'est plutôt pour plaisir qu'on a vu celle-là. Donc on parle, M. Vignati a parlé d'entretien. Bon, l'entretien, une fois que les roseaux sont plantés, il est quasiment nul, hein, à part l'alimentation tous les 3-4 jours. Là, j'avais coupé pour avoir accès au tuyau d'alimentation. C'est la seule fois que je l'ai fait, du reste. Donc là, on voit que les roseaux repoussent. Attends, voilà. Donc 2,50 m, ça les fait très très bien. Hein. Donc l'hiver, c'est plutôt triste mine, hein. Mais ça fonctionne très très bien. Donc les retours, c'est pas la même chose. Donc on a eu à vider un premier bassin au mois de fin septembre de l'année passée. Donc voilà, ça fait plutôt champ de bataille là. Mais c'est plus du tout comme ça, les roseaux ils sont déjà dedans. Ils sont peut-être un peu bruns, ils n'ont pas beaucoup de couleurs, mais ils sont là. Voilà. Ça, cette image est très intéressante. Ça, c'est les retours du bassin. Donc on voit très bien que l'eau elle est vraiment bien épurée. Et ça, je pense, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure après la fin du pompage. Là, ça c'est notre tour d'eau. Donc l'eau qui va là, non, elle est quand même limpide. Voilà, là c'est encore une autre image. Voilà, là c'est l'arrivée dans l'Arnon. Donc par rapport à ça, on n'a plus trop de soucis. On voit très bien cette marque sombre qui n'a jamais disparu. Hein. Mais depuis, on n'a plus de matières en suspension qui se sont déposées dans l'Arnon. Donc on s'en sort très très bien, ça fonctionne bien. Voilà. Est-ce qu'il y en a encore une? Voilà. Alors, on a juste parlé d'entretien avant, ça veut dire que nous, on fait une alimentation, on fait trois alimentations par bassin. Donc, comme on en a 3, donc 3, après il y a 6 jours de repos, et puis le cycle recommence. Là, comme on a un bassin vide, on ne l'a pas réalimenté, parce que moi je ne suis pas pour le réalimenter maintenant, pour moi les roseaux ne sont pas assez grands. Donc, on travaille avec le silo, donc ça donne toujours
3 alimentations, bassin 1, bassin 2, 3 alimentations stylos, ça laisse toujours les 6 jours de repos aux 2 autres bassins. Donc l'ouverture, la fermeture, ça prend 3 minutes. Donc c'est la seule chose qu'il y a à faire au niveau de l'entretien pour les roseaux. Vous en coupez tout. Donc l'entretien, c'est nul. Je ne sais pas si les gens ont des questions par rapport à ce que je vous ai raconté, oui. Quand vous dites silo, ça veut dire... Alors on stocke le rabour, parce qu'avant qu'on ait les bassins de roseaux, on stockait des bouts dans un silo, on les met en agriculture. Avant, jusqu'en 2008, une fois que c'est interdit, on a dû trouver une solution, dont le pavillon de compostage. Autrement, c'est 120 mètres cubes, on a un bassin de 120 mètres cubes. Donc si on devait le transporter, pour dire à Yverdon pour le centrifuger, un camion de transport fait 15 mètres cubes, donc ça fait 8 voyages, chez Yverdon Step, donc au niveau énergétique, c'est pas mal, et puis 2 fois par année, donc 240 mètres cubes par année, donc ça fait 16 voyages par année pour vider des bouts. Là, ça nous a fait un vidage, il y a eu, je crois, 3 camions, je crois, ça fait pour 7 tonnes. Donc, vous voyez que oui. Quand vous videz les bouts, après, il faut remonter les roseaux? Non, ils repartent. Il faut juste, comme disait M. Vignati, ou c'était marqué dans le texte, quand on vide les bassins, vous laissez 10-15 cm. Et puis, de toute façon, le rhizome du roseau, il est toujours dans le sol, donc ça repart. Et ça repart très rapidement. On l'a vidé, je crois, fin septembre. Autour du 20 octobre, il y avait déjà des repousses comme ça. Maintenant, il y a des repousses qui sont comme ça. Il n'y en a pas encore partout, hein, mais donc j'ai pas trop de soucis par rapport à ça. Je veux juste dire, si M. Bourreau dit que ça donne peu d'entretien, c'est vrai. Mais il faut une certaine sensibilité, surtout au départ, parce que ça n'a pas marché dans toutes les stations aussi bien que ça. Si on n'a pas cette sensibilité, cette attention qu'on accorde à ces petites plantes, c'est encore assez facile de les étouffer. J'irai pas jusqu'à dire que je leur parle. Non, mais disons que c'est quelque chose de précieux pour que ça fonctionne bien, comme on a la chance d'avoir un pied, il faut être attentif à beaucoup de paramètres. Mais il est vrai qu'il y a un cahier des charges par rapport à l'entretien, donc un cahier des charges qui est très très bien fait, qui est très complet, et puis il suffit que on nous donne quelque chose, il faut prendre le temps de mettre le nez dedans, de lire, et puis de faire son travail comme on doit le faire. Et puis voilà. Après, moi je ne veux pas dire que je peux vous réciter le truc, mais je connais bien des trucs, parce que j'ai parcouru et reparcouru, ainsi de suite. Donc voilà. En hiver, la plante est en repos. Ça travaille quand même. Mais on efficace toujours. Il y a juste l'année passée, quand on a eu janvier, février, où on a eu 2-3 semaines, où il faisait -10, -12, j'ai arrêté l'alimentation parce que je ne voulais pas faire geler les conduites, uniquement que ça. Mais la plante, ça fonctionnait. Maintenant, le matin, ça pompe de 7h moins quart à 7h. Vous passez à 7h20 demain, ça revient dans la bouche et ça revient dans la sève. Ça a déjà percolé, donc ça fonctionne très bien chez nous. Donc est-ce que le substrat était mieux préparé que dans certaines installations où ça n'a peut-être pas bien fonctionné, ou bien peut-être on a trop alimenté au départ, on ne sait pas ça. Je ne pense pas qu'on puisse savoir pourquoi chez nous ça fonctionne bien, puis qu'ailleurs ça n'a pas bien fonctionné. Ça, moi je n'ai pas l'impression qu'on puisse savoir. C'est la nature. Voilà. C'est l'envie de faire comme ça. Oui. Alors, ça sera peut-être plus une question pour M. Vignati. Je me demandais s'il y a eu des études qui ont été faites pour savoir ce que les roseaux absorbent comme polluants en fait. Oui, alors il y a eu des études en Suisse, à ma connaissance, moi j'en connais pas. Alors les études sont soit en allemand, que je ne maîtrise pas, soit en anglais, je maîtrise un peu mieux.
Mais il y a eu des études de fait. Alors si vous en voulez, je peux vous en trouver. Si vous arrivez à bien maîtriser l'allemand ou l'anglais, il y a eu des recherches pour améliorer le système, pour pouvoir diminuer les surfaces, parce que c'est ça le principal, entre guillemets, inconvénient, c'est qu'il faut de la place, quoi. Alors en France, il n'y a pas de souci, ils font ça à perte de vue, mais chez nous, c'est le problème, quoi. Alors on serait tenté de dire on met 4 équivalents habitants pour diminuer un peu, mais il va arriver un moment, ça va pas avoir l'efficacité qu'on souhaite, quoi. Donc, alors moi je peut-être réponds peut-être un peu différemment. Alors dans toutes les steps, on fait 12 analyses à l'entrée et à la sortie par année. Donc c'est une tous les mois. Donc moi j'avais demandé de faire un prélèvement pour la sortie des bassins de roseaux. Quand l'eau sort, comme on a vu dans là, pour savoir par rapport à ce qu'on arrivait à piéger comme matériau par rapport à l'épuration traditionnelle. Et comme le fragmicompostage, apparemment, ça n'a pas d'intéresser nos messieurs du Sénat, qui s'appelle différemment maintenant, on a l'impression, c'est comme si je m'adressais à ce niveau-là, donc pour eux, la réponse pour moi, on n'a rien à faire pour le moment. Donc c'est un peu moins la réponse que j'ai cru entendre. Mais comme dit M. Binati, il n'y a pas de résultat concret. Tu as des résultats chaque année. Le canton vous produit un rapport sur les stations d'épuration. Et ce qu'on a regardé sur les 2 dernières années, c'est qu'on s'en sort plutôt mieux que bien d'autres. On est plutôt dans le haut du panier. Oui, je veux dire, dans la qualité de l'eau de sortie. On ne sait pas à quoi ça tient. Moi, j'aurais aimé avoir la différence. La différence, voilà. L'épuration traditionnelle, c'est ça. Et puis avec ça, le retour des roseaux, c'est ça. Donc ça, on n'a pas parce que... Mais quand même, quand on a fait, il y a dans le canton de Vaud 3 stations par hectare, hein, 8 bœufs, donc je crois que c'était Dayan, la troisième, je ne sais pas où c'est. Béton. Alors, ils ont quand même, le canton de Vaud n'a jamais voulu mettre des lits de roseaux à la sortie. Et avant qu'on fasse l'épuration par village dans la région ici, c'était prévu d'envoyer depuis Montbourget jusqu'au bord de l'Arnon. D'abord bord de l'Arnon, puis après on est jusqu'à Grandson. Donc, on avait un grand bassin versant. Après, quand on a changé son fusil d'épaule, on fait des petites stations. Et dans les petites stations, et puis justement, ils ont fait ces essais d'étangs. Et la personne qui avait fait l'étude pour ces petites stations m'avait dit que si on mettait un lit de sable à la sortie de ces étangs, avec les roseaux, ça diminuait fortement le phosphore pour aller dans la rivière. Mais le canton de Vaud n'ayant jamais voulu ajouter les lits de sable avec les roseaux au bout, la station de 8 bœufs existe encore, il y a des roseaux qui ont poussé quand même, mais une des autres stations a été fermée, et puis je ne sais pas s'ils n'ont pas fait aussi des stations complémentaires à 8 bœufs, ça va sur Tenay, une grande partie du village. Alors, les études que j'avais eu l'occasion de discuter avec la personne qui s'était opposée à la grande station à Grandson, puis le pompage à l'Arnon, il m'avait dit que les roseaux absorbaient beaucoup de phosphore. Mais de toute façon, dans toutes les stations, on piège le phosphore avec soit du sulfate d'alumine, soit du ferrique. Bon, c'est très convaincant, mais on sait aussi que les communes souvent elles aiment être convaincues par des chiffres. Vous avez des comparatifs au niveau financier? Alors bien évidemment, parce que nous on est allé à Montrichet, ils ont aussi des bassins de frais de compostage. Là je dirais que c'est peut-être pas l'exemple parce qu'ils ont, comme nous on est allé, ils avaient eu un problème parce qu'ils ont une grande laiterie à Montrichet, et puis ils ont eu des départs de cette laiterie qui ont empoisonné leur steppe, et puis bon, ils ont
ils ont dû la vider, ça leur a coûté beaucoup d'argent. Donc c'est pas là que je prends l'exemple. On est allé voir une step à Epan où eux ils font où les communes aminent leur boue et puis ils font du centrifugage pour assécher les boues. Donc là, par rapport à notre fonctionnement, c'est pratiquement équivalent. On n'est pas beaucoup moins ni beaucoup plus. Ça se tient. Moi, je dirais plutôt que on est un peu plus bas. Parce que si on prend sur la durée, et quand vous avez des stations qui ont certains problèmes en cours de route, ils doivent vider toutes les boues plus que prévu, ils ont eu un problème anormal, où il faut mener toutes ces boues, ils les amènent à Epan, ils font des granulés avec, qui sont incinérés après aussi. Alors, tous les transports que ça fait, parce que ces boues sont liquides. Ce qui fait que nous, on a donc 120 mètres cubes, les autres, je ne sais pas comment est-ce qu'ils en ont. Ça fait un sacré nombre de camions ou de tracteurs, beaucoup moins. Non, mais nous, on a pas de 120 mètres cubes, on a moins de 60. On a moins de 60 mètres cubes. Oui, d'accord, mais on a un conteneur, un stockeur qui peut contenir 120 mètres cubes. Et puis eux, ils ont leur stockeur, quand il est plein, eh ben, ils doivent le mener à fond, parce qu'après, il n'y a plus de place. Hein. Voilà. Mais il y a peut-être d'autres enjeux par rapport au fait d'avoir que les villages conservent leur station d'épuration. Parce que ça veut dire que le village, enfin les gens du village, doivent se préoccuper de l'élimination de leurs déchets. C'est pas un problème que traite l'État, puis vogue la galère, on n'a qu'à payer, puis terminer. Ça maintient une certaine conscience des choses. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on oublie complètement. Actuellement, Mme Thévenin nous racontait hier tout le débat qu'il y a dans cette région autour, ou qu'il y a eu autour de tout centraliser au même endroit, mais en même temps, on dépossède les gens. Et puis on nourrit des très grosses entreprises qui deviennent surpuissantes, etc., qui dépossèdent encore plus. Je crois qu'il y a quelque chose à réfléchir, non seulement en termes de production, de productivité et d'économie, mais aussi qu'est-ce que ça signifie par rapport à la vie sociale des gens. Alors, moi, voilà, on en a eu parlé avec Michel et Mme Thévenin, c'est des choses auxquelles peut-être qu'il faut introduire dans l'équation qui va présider au choix qui seront faits par les communes, comment elles vont éliminer leurs déchets. C'est on a le même problème avec la déchetterie. À ce que tu dis, c'est un problème personnel. Oui. Parce qu'il y a des gens, à partir du moment où ils ont une table d'épuration, une table de tri des déchets, on fait, voilà. Salut. Et puis voilà. Le truc, c'est ça. On repose plus. Parce que je pense que quand on a une réunion d'ASTEP une fois par année, où on a les bilans, donc on arrive à constater tous ces mêmes problèmes. Donc les aliments d'ASTEP, les slips de l'ASTEP, les bouts de pantalon, les trucs comme ça, les lames de rasoir, les gens passent, on a tout ça. Donc il y a des gens à un moment donné où voir de la térébenthine, ou je ne sais pas quel liquide, la peinture, bon, on met au cabinet, parce que c'est la solution facilitée. De toute façon, nous on peut une table d'épuration, pourquoi aller ailleurs, amener des trucs comme ça. Donc le problème il est personnel, avant d'être général. Mais quand on fait ça, on tue la station. C'est très simple. Mais les gens, ils sont pas. Mais ils ont mis même si on a une autre conscience, je pense qu'il y a quand même un moment donné où on a un pinceau, on a fait de la peinture, et puis on est là avec son pinceau et on ne réfléchit pas, on va au robinet. Et puis on le lave. On va laver, je sais pas, le fond du contenant. Mais là, comment on fait dans ces cas-là?
Donc on ne peut rien faire du tout. D'abord, vous ne savez pas d'où vient le produit, vous ne savez pas quel est le produit. Non, mais je pense qu'elle parle pour la personne qui a juste donc fait le travail de peinture. Elle a son pinceau qui est sale. À ce moment-là, c'est un débat des déchets, hein, on ne peut pas aborder ce soir, mais le conseil, c'est de bien essuyer, ce que je fais, avec un chiffon, et bien aérer le chiffon, puis bien le mettre, en tout cas après, dans les déchets ménagers qui sont bons de toute façon dans une usine d'incinération qui, elle, est pourvue d'un filtre spécial. Mais en tout cas, jamais dans les eaux. Parce que ce qu'on peut retenir, je veux dire, et puis les bassins de biologie ont une certaine fragilité, vous pouvez entièrement bousiller une biologie. Après, vous avez l'effluent qui va dans une rivière, et là, vous voyez assez souvent des remarques dans les journaux parce qu'un ruisseau est pollué, et bien à ce moment-là, ça le garde-pêche, quoi. Il écume, puis... Donc c'est trop tard. Les gens, c'est comme pour les micro-polluants, pour tous les polluants, c'est une conscience à prendre, mais ça, on ne peut pas, nous, ce soir, discuter de cette conscience, il faut espérer qu'elle tombe dessus. Et puis, voilà, bon, moi je remercie beaucoup M. Bordeaux et M. Balland pour le travail qu'ils ont fait pour vous présenter la station du Fier. Et puis, je crois que maintenant, on va passer. Les honoraires sont Il y a encore une question. Juste une question, du coup, vous les utilisez, vous les donnez aux agriculteurs? Alors non, c'est fini. En Suisse, vous ne pouvez plus parler d'utilisation de l'eau. Du coup, on les incinère. C'est ce qu'on fait dans tous les séquelles, vous avez dit 7 ans, M. Bordeaux, qu'on a conduit le premier bassin. 7 ans. 2013, 5 ans. 5 ans, parce qu'on avait un peu peur qu'il déborde. Vous comprenez? Alors, on a été pris par la panique du débordement, et alors ça a débordé, on a stoppé le bassin. On est toujours plus intelligent, plus malin après. Comme personne ne pouvait nous dire exactement ce que le bassin allait diminuer en séchant, parce qu'on a beau prendre contact avec M. Bignacki et avec toutes les stations qui existent, personne n'a pu nous renseigner. Alors, pour éviter qu'on ait un problème, on en a arrêté l'alimentation du bassin, et puis on avait séché, puis on a vu que c'était descendu considérablement, et puis maintenant on saura jusqu'où on peut remplir les autres bassins, comme dit M. Bordeaux. Alors, je crois qu'il ne faut pas oublier que toutes les steppes en fonctionnement général, elles fonctionnent un peu tous sur le même principe, mais c'est pas simple. Vous avez une perturbation de une steppe, vous dites, bon, ben, je vais faire ça, je vais mettre un petit peu plus de chlorure ferrique, et puis demain je vais regarder ça donne. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il va vous falloir attendre une semaine, 8 jours, pour voir le changement que vous avez fait, si le résultat est plutôt dans le bon sens ou pas. Mais on ne peut pas tourner pas en bouton, puis ça fonctionne pas. On a des délais qui sont relativement longs pour savoir si ce qu'on a fait. Bon, je dirais qu'on va plutôt au pif. Hein. On ne peut pas faire, on n'a pas une table, il faut régler comme ça, il faut régler comme ça. Il y a un réglage de base, puis après il faut trouver la façon qui convient mieux, parce que toutes les steps, le fonctionnement général est un peu le même, mais après il y a un fonctionnement particulier à chaque step. On ne sait pas ce qui arrive dans les steps. Aujourd'hui, elle va très bien, puis demain, tout d'un coup, il y a de la mousse, on ne sait pas d'où elle est. C'est ça. Alors, il y a une chose qu'on peut recommander, c'est que l'effluent de la steppe n'aille pas directement dans une rivière ou un ruisseau. Si l'endroit où on a la steppe, on peut créer un étang, comme ça se fait de temps en temps, où l'eau peut se reposer avant d'aller plus loin. Ça diminue l'impact direct sur la rivière. Et puis, comme la rivière part, ça part assez rapidement. Alors, c'est pour ça que ça, on peut le recommander quand on fait une steppe, de prévoir un bassin, mais c'est pas obligatoire. Et on ne peut pas le rendre obligatoire non plus. Bonsoir et merci d'être là. Aucun réseau sans fil, ça c'est pour moi. Je suis donc Emmanuel Bigot, gérante de la société Biocapi, qui est une petite BPME, une petite moyenne entreprise, que j'ai fondée en 2007. Et puis
loue, je vends des toilettes sèches et je fais des conseils en installation de toilettes sèches. On va aborder les procédés, les avantages, la réglementation. Mais je dois d'abord faire peut-être une petite remise en contexte, parce que je ne peux pas parler de toilettes sèches sans parler d'assainissement écologique, parce que la toilette sèche, c'est une petite partie d'une manière de gérer écologiquement son habitation. Alors, je repars sur la situation actuelle, qui est déjà en partie été décrite, mais si je prends l'exemple, ah oui, un pointeur, l'exemple du glacier du Rhône et le Rhône qui va cheminer avec un certain nombre de villages alentours qui vont pomper dans des captages de l'eau, qui vont les faire passer dans une steppe et puis effectivement qui relâchent cette eau dans les steppes. Donc on continue le chemin, plus loin il y a encore un village, 1000 équivalents habitants. Ici on trouve ici des habitations qui ne vont pas être accordées, donc il peut y avoir des infiltrations. Bref, ce pauvre Rhône se charge. Là je figure le lac Léman, c'est pas fait gris, j'ai fait un peu vert, où il y a 70%, c'est de la bêtise, hein. Des âmes. 70% des habitants de la ville de Lausanne qui boivent l'eau du lac. Mais moi, si je fais le calcul de ces 500 là, 1000 là, etc., qui ont pompé de l'eau, qui l'ont bu, mais qui l'ont aussi utilisée aux toilettes, on envoyait ça dans la station d'épuration. La station a lavé l'eau de ces matières fécales autant qu'elle pouvait. Quand on arrive en Camargue, si on fait le compte, il est passé aussi par Lyon, le nombre de personnes qui ont fait caca dans cette eau, c'est juste inimaginable. C'est quand même une triste réalité. Et puis, on a aussi, avec mon débat un petit peu vu, mais je crois qu'il y a vraiment une fuite en avant actuellement dans ce système, mais une fuite éperdue, et puis qui a des conséquences déjà maintenant, puis qui va en avoir encore plus. Là, on se rapproche d'une maison, donc on a nos matières fécales, l'urine. Pour évacuer ces petites quantités, on va utiliser 30-40 litres d'eau par jour. Sans parler des odeurs. Alors les odeurs, elles se produisent aux toilettes. Dès qu'on parle de toilettes, on pense odeur. C'est parce qu'il y a de l'eau. Si on met de l'eau avec des matières fécales, les bactéries se reproduisent et puis ça pue. Donc enlevez l'eau des toilettes et déjà là, vous aurez un meilleur confort d'utilisation. Qui part dans une steppe, on se pose la question de la chimie, on avait parlé, de l'énergie, pour transporter les boues, pour les centrifuger, pour faire tourner les pompes de relevage, et puis de l'efficacité de ces stations d'épuration. Alors c'est un schéma que j'ai créé il y a bien longtemps, en 2007, et puis depuis, tristement, j'ai encore dû rajouter les micropolluants, parce qu'à l'époque on n'en parlait quasiment pas. Donc effectivement, les stations d'épuration ne les traitent pas. On retrouve dans la nature des traces d'ibuprofène, médicament bien connu à l'état pur. L'incinération des boues, donc incinérer des boues, à part si elles ont séché, c'est brûler de l'eau. Après, on parle de gaspillage d'engrais, puisqu'on produit actuellement de l'engrais chimique qu'on va épandre dans les sols, et ça veut dire qu'on ne ramène pas de matière. On prélève de la matière, du maïs, etc. Et quand on met de l'engrais chimique, on met uniquement du liquide. Ça minéralise à la longue. Donc on appauvrit les sols, on eutrophise les rivières, on l'a vu. Et puis, un autre aspect qui me tient beaucoup à cœur, c'est le coût d'entretien du réseau. Il y a un rapport de l'EAVAG, l'Institut de l'eau en Suisse, qui date maintenant d'il y a quelques années, 2008, peut-être 2009, où ils expliquaient déjà que la Suisse n'aurait pas les moyens d'entretenir ces 40 000 km de tuyaux qui sont sous nos pieds, et que les générations futures vont se retrouver avec des tuyaux qu'elles ne pourront pas, donc un système qui va se déglinguer. Même qu'ils en parlent à la radio encore aujourd'hui. Donc, ma conclusion de mon introduction, c'est ça. C'est cru, mais moi je ressens comme une urgence quotidiennement. Alors c'est bien, avec ce qui était introduit avant, que je peux passer assez brièvement sur cette image qui figure comment les eaux actuellement sont qualifiées en Suisse. En fait, ce sont des eaux noires, tout ce qui va dans les steppes, parce que dès qu'on met des matières fécales dans l'eau, ça devient une eau noire. Enlevons les matières fécales et on a des eaux grises, donc douche, vaisselle.
c'est ces matières fécales qui posent problème. Grosso modo, par personne, 50-55 kg par année de matières fécales excrétées. Elles vont polluer les 50 000 litres d'eau que cette même personne va utiliser. Le rapport est effrayant. Les toilettes sèches, l'idée, il y a plusieurs concepts, plusieurs solutions. Mais la plus basique, eh bien, ce sont les urines et matières fécales, le papier de toilette, une litière. Je vous en ai plein d'exemples là-bas. Il y en a des plus ou moins écologiques, des plus ou moins intéressantes. Avec ce départ-là, vous pouvez ou faire du compost ou du biogaz, donc produire de l'énergie ou produire de l'humus, et puis un retour à la terre. Sachant que les eaux grises sont très faciles à traiter. Si on n'utilise pas de sel de bore, pas de produits à base de sodium, on peut quasiment les infiltrer directement comme ça au pied d'arbre, avec certaines techniques, mais c'est des eaux très très faciles à traiter. Donc le système des toilettes sèches résumé à son plus simple cercle, eh bien ça va être l'agriculture, la nourriture, les toilettes, le compost, retour à la terre, agriculture, et puis un schéma hyper compliqué que je vous ai montré au début, on arrive à quelque chose de très simple, très très rationnel. Alors, je vous le complexifie un tout petit poil parce que j'ai longtemps utilisé des toilettes sèches avec un bidon, et puis toutes les semaines pour ma fille et moi, j'avais un bidon de 25 kg à descendre au jardin, à lever dans le compost. Donc je me suis quand même posé la question de séparer l'urine ou non. Je vous montre un séparateur d'urine, c'est un petit objet. Il y a plusieurs modèles qui existent, mais c'est quelque chose comme ça. Avec, on pensait à tout. Un adaptateur enfant. Mais je ne vais pas faire une soirée du perroir, donc je ne vais pas trop en montrer. Bon, j'ai appuyé, excusez ces allers-retours. Voilà. Chemin rapide. En séparant l'urine, on pourrait tout à fait imaginer d'avoir une réutilisation de l'urine en agriculture. C'est uniquement une question de pouvoir se projeter dans les villes plus tard. Est-ce qu'on pourra le faire ou pas? Je pense que vu qu'il y a un réseau qui existe, on pourrait imaginer quand même de récolter l'urine, la collecter, la stocker et après la réutiliser en agriculture. C'est vraiment qu'une question de pratique, de pouvoir imaginer ça à plus grande échelle. On ne peut pas demander à tout à chacun de prendre une famille de 6 enfants, le seau et puis descendre au jardin, ça demande beaucoup de place. Donc pour moi, la séparation d'urine reste une voie d'avenir dans le sens où c'est quelque chose de relativement pratique et facile à mettre en place. Les matières fécales, c'est de l'eau, donc c'est pour ça que les brûler, c'est pas cohérent. L'urine, c'est la même chose, c'est beaucoup d'eau. C'est l'azote, l'urine. Les matières fécales, il y a pas mal de phosphore, on en trouve aussi dans l'urine. L'urine, elle est aseptique, c'est un produit qui est extrêmement intéressant. On en utilise pour les produits de beauté, les produits ménagers, etc. Mais on ne peut pas utiliser notre urine à nous, d'Occidentaux et de Suisse, parce qu'elle est trop polluée par des médicaments, donc on la fait venir d'Inde, notamment. Et la production d'urine, c'est 1 litre, 1,5 litre par personne par jour. Ça fait vite des volumes importants. Qui fait de la location sur des festivals, on se retrouve facilement avec des milliers de litres. Et puis le souci des matières fécales, c'est ces bactéries, ces micro-organismes, ce sont vraiment des milliards et donc des polluants potentiels. Et puis, les quantités, elles sont faibles. Alors, elles varient énormément d'un pays à l'autre, d'une étude à l'autre. Les statistiques ne sont pas super fiables en matière de quantité. C'est fort. Je vous parlais donc de composter le contenu des toilettes. Pour qu'un compostage puisse se réaliser, il faut qu'il y ait de l'air, il faut qu'il y ait une certaine humidité. Il faut qu'il y ait un rapport C sur N, donc carbone sur azote,
Et puis, l'urine et les matières fécales vont avoir un rapport C/N très faible, de l'ordre de 0 et quelque chose pour l'urine, et puis 3-4 pour les matières fécales. Puis pour arriver à un rapport C/N dans le compostage de 16, on doit rajouter des matières très carbonées dans le seau de toilette. Donc tout ce que vous pourrez voir là-bas, ça va être des copeaux de bois, ça va être de l'écorce, ça peut être ça pourrait être de la paille, enfin c'est ce qui est brun et sec du jardin. Et puis il faut de la durée aussi pour que le compostage puisse bien se faire. Et je ne mets pas la température parce que la montée en température, c'est pas qu'il faut qu'il y ait de la température, c'est que c'est un processus naturel. Un compost qui monte en température naturellement parce qu'il est bien mené, qu'il est assez gros, il va monter jusqu'à 70 degrés. 70 degrés, c'est la température de pasteurisation. Donc si la durée du compostage à 70 degrés elle est assez longue, et bien toutes ces bactéries, virus, etc. seront aseptisées, pasteurisées. Il y a énormément d'appellations. On parle de toilette à compost, on parle de TLB, on parle de toilette écologique, on parle de toilette à lombricompostage. Donc c'est chaque fois des solutions différentes ou de retraitement, ou de recyclage. Alors la plus basique, celle dont je vous ai parlé au début, sur un seau, c'est la TLB, toilette à litière boliométrisée. L'idée c'est vraiment le seau, le compost au jardin. Mais il peut y avoir la même chose dans un bac composteur, comme vous avez vu pour la coopérative Équilibre, où ça se fait à l'étage inférieur. Ça, c'est des systèmes qui sont beaucoup plus délicats, puisqu'on va garder tout le compost dans la maison. Si le processus ne se passe pas bien, eh bien, ça peut générer des mouches, des odeurs, etc. Donc il faut que les installations de compostage dans les immeubles, maisons, soient extrêmement bien réalisées. Il faut vraiment qu'il y ait les circulations d'air correctes, etc. Sinon, on peut se retrouver avec des problèmes en plus qui vont plus loin. Les vapeurs qui s'échappent de ces composteurs, elles sont relativement acidifiantes, elles sont corrosives. Et puis, si l'installation n'est pas bien faite, ça peut être même toute la ventilation de la maison qui en pâtit. Il n'y a pas donc de toilette sèche universelle. Je pense qu'il y a des solutions de toilette sèche. Pour chaque endroit, il y a une meilleure solution. Il y a des gens à qui le seau, ça va parler très bien, d'autres qui ne veulent pas y toucher plus d'une fois par semaine, d'autres qui ne veulent pas y toucher plus d'une fois par année. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, avec une toilette sèche, on a son contenu dans le jardin ou à la maison et on doit s'en occuper. Et puis, ça revient à ce qui a été évoqué pour le fragmicompostage. C'est pas une gestion mécanique, c'est pas on-off, c'est pas 100 grammes de ci et 200 grammes de ça, c'est une gestion organique. Voilà, on a affaire à des organismes vivants, à des matières vivantes, et puis il faut avoir effectivement cette sensibilité-là. Donc, pour résumer, la version toute facile, toute simple du seau qui va dans le bac de compostage, ou bien un système dans une maison avec une chambre de compostage. Donc, là, c'est plus ou moins ce qui s'est fait chez Équilibre, mais c'est une boîte qui a un peu plus d'ancienneté. Ils ont des cuves qui sont relativement performantes et puis qui sont prévues pour on doit aussi dimensionner au nombre d'habitants, donc pour des volumes assez importants. Et puis à l'inverse, c'est le même système, mais version mini, cabane de jardin, mais avec une fonction de compostage intégrée. Et puis un équipement comme celui-là, pour une famille de 3-4 personnes, eh bien, il y a une intervention à faire de vidange toutes les 3 semaines. Mais déjà au bout de 3 semaines, il n'y a plus de matière fécale, on trouve quasiment plus de papier. C'est déjà du compost qu'on ne peut pas épandre comme ça, mais c'est un compost qui a déjà, c'est plus des matières fécales. Indispensable, d'autant plus pour les systèmes dans les maisons, c'est vraiment la ventilation et à soigner. On ne peut pas utiliser n'importe quel matériau, le cuivre c'est incompatible par exemple, donc souvent on revient à du PVC, c'est pas joli mais c'est un peu... La litière, j'en parle un petit peu plus, encore plus loin. Et puis vous aurez toujours plus de liquide que de solide, puisqu'évidemment on a 1 litre d'urine pour 300 grammes de matière fécale, donc ça reste toujours ces excédents de liquide qui sont
pour l'instant, dans le système dans lequel on est, qui sont difficiles à gérer. Moi, je vis dans un appartement, je me suis mis une toilette sèche, j'envoie les urines aux eaux usées, sans chasse d'eau, mais voilà. Et puis chaque semaine, je prends mon bidon sur le vélo et puis je l'emmène dans mon composteur. C'est faisable, c'est réalisable. Donc c'est pas important de savoir si on va faire dans un seau, si on va faire dans une toilette qui a une fonction de compostage, c'est vraiment de savoir ce qu'on en fait. Et puis là, il y a des bonnes pratiques de compostage. C'est important aussi que les gens qui vont s'occuper des toilettes, je pense que ça va être une des causes d'échec aussi des fois dans les stations d'épuration, enfin, où il y a du fragmicompostage. Il faut que la personne qui va s'en occuper ait un rapport affectif avec sa toilette. Ça marche beaucoup mieux que s'il y a dans une commune, quelqu'un qui va avoir l'ordre de s'occuper de la toilette, mais c'est pas lui qui a choisi l'équipement, en général ça bloque. S'il peut dire oui, ce système-là me convient, ça va beaucoup mieux. La litière, ben, c'est selon, mais c'est une logique qui veut que plus elle est locale, mieux c'est. Alors là, vous aurez des cosses de cacao, c'est parce que j'ai eu l'occasion de récupérer des sacs qui avaient été ouverts par des rats, donc ils n'ont fait pas cher. Mais c'est, par exemple, c'est un très bon absorbant, c'est relativement acide, enfin, mais c'est certainement plein d'additifs chimiques, puisque ça a été, c'est pas des cosses de cacao bio. Le compostage de jardin, là, il y a un couvercle. Il ne faut pas que le compost puisse être lessivé par les pluies, surtout si vous y avez mis des matières fécales fraîches, hein, parce que là, c'est effectivement pas une bonne chose. Que la ventilation puisse se faire, et puis qu'il n'y ait pas d'écoulement possible, où vous soyez dans une zone qui ne soit pas sensible. Et puis, ce compost, il ne doit pas pouvoir être accessible à des animaux, histoire de ne pas se repasser des vers, des choses comme ça. Et puis, mis par les enfants, évidemment. Moi, j'ai appris à ma fille à tamiser du compost, il ne faut pas qu'elle se trompe de tas. Donc on me demande souvent si le papier de toilette peut aller dans le tas de compost sans aucun problème, c'est la première chose qui va disparaître. Vous pouvez avoir du papier de toilette de couleur, c'est pas un problème. Dans un système de compostage, dans une maison, je ne conseillerais jamais de mettre ces déchets organiques, parce que ça attire les mouches. Donc il faut les mettre dans le compost au jardin, mais pas dans un système de compostage in situ. Et puis les médicaments, ben là je rejoins Mme Thévenat, j'en appelle à la sobriété. S'il y a des médecins dans la salle, ne prescrivez plus d'hormones de confort, essayez d'être... La réglementation, alors là c'est pas évident, parce que les toilettes sèches ne sont pas prévues du tout par la loi en Suisse. Elles le sont en France depuis maintenant 3 ou 4 ans. C'est reconnu comme mode d'assainissement. En Suisse, c'est pour l'instant le flou, mais il y a la loi sur la protection des eaux, qui est une loi assez ancienne qui pose quand même les bases. Et la première base, c'est ma préférée, il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer. Pour moi, à partir du moment où on pose une crotte dans l'eau, on est hors la loi. C'est une interprétation qu'on peut faire. L'article 6 me donne raison. J'ai suivi un cours quand même sur la protection de l'eau et le droit, la législation, et la femme qui nous a donné la formation m'a donné raison. Par contre, celui-là, l'alinéa 2 de l'article 6, il est intéressant dans le sens où je pense qu'il pose les bases des bonnes pratiques à avoir. Donc il ne faudrait pas épandre des substances hors de l'eau si on va polluer l'eau. Je pense que ça peut toucher effectivement le domaine de la toilette et doit guider la réflexion. Après l'article 14, on parle des exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente, et toujours sur le domaine de la protection de l'eau. Alors je me suis posé la question, si l'homme est un animal, j'ai fait l'équivalent vache, puisque c'est plutôt sur les pâtures que ce texte
porte. Et on peut dire qu'une vache, en gros modo, va représenter 8 humains à peu près. Et puis le calcul amène à une famille par hectare, et puis je sais pas, ça conforte quand même ces Pierre Rabhi qui proposent d'avoir 1 hectare par famille, mais je pense que on est dans cette logique-là pour le retraitement du compost de toilette. Après, ça c'est aussi une question qui revient de façon récurrente, et puis qu'on a aussi un peu effleuré avec les fragmi-compostage. Alors actuellement, il y a l'obligation de se raccorder si on construit. Par contre, il n'y a pas d'obligation de l'utiliser. Donc, vous tirez votre tuyau et vous pouvez quand même avoir votre toilette sèche. Et puis, il y a de plus en plus quand même de précédents, mais c'est vrai qu'il faut venir avec un dossier sous le bras, il faut être motivé, il faut se battre, il faut des arguments. Mais il y a quand même maintenant de plus en plus d'endroits où les gens ne sont pas raccordés et ne pourraient pas l'être, où ils ont un permis d'habiter et où les cantons assouplissent un petit peu et laissent faire des systèmes de toilettes sèches et divers traitements d'eau grise. Là, l'exploitation des sols, eh bien, c'est tout ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas que le compost puisse être lessivé. C'est vraiment important de ne pas polluer les nappes phréatiques. Les avantages des toilettes sèches, pour tous les endroits où il n'y a pas de raccordement, pour s'offrir une toilette supplémentaire, pour une chambre de malade, pendant une rénovation, par manque d'eau. J'ai pas mal d'installations dans des buvettes d'alpage où l'hiver il n'y a pas d'eau et puis l'été il n'y en a pas non plus. Donc ça solutionne beaucoup de problèmes de buvettes d'alpage notamment. Le biogaz, je l'effleure, mais maintenant il existe un système familial de biogaz, Louat, mais qui est pour l'instant destiné plutôt aux pays émergents, je ne sais jamais comment dire. Pour moi, ça reste aussi une technologie d'avenir parce qu'on peut faire énormément de choses. Hein. Là, c'est les Chinois qui ont ces technologies-là, mais voilà, on peut avoir un brûleur à biogaz, une lampe à biogaz, on peut avoir un cooker, un rice cooker. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va continuer à se développer. Trop vite. On a raté Grandson. Voilà. Alors, avantage, c'est créer des toilettes où il n'y en aurait jamais eu. Ça, ce sont 2 toilettes que la commune de Grandson a installées sur cette plage. Voilà, c'était une solution à un problème récurrent d'excréments, de pipi partout autour de ces plages. Et puis là, Amsterdam qui vient de lancer une récupération à large échelle des urines pour laisser... Alors avec l'urine de 100 000 personnes, ils espèrent ils pourraient fertiliser 10 000 stades de foot. Avantage, c'est ok, je pense qu'on peut créer du PIB, hein, mais je préfère dire qu'on pourra créer du bonheur national brut avec les toilettes sèches. Il n'y a pas de véritable label d'écoquartier. Pour moi, un écoquartier sera un écoquartier quand la gestion des eaux et des toilettes sera abordée de façon écologique. Moi, tant qu'on crée des écoquartiers où on évite tout le sujet des toilettes, on est encore loin du bon résultat. Mais ça vient, la preuve équilibre. Il y a énormément de corps de métier concernés par ces mutations que je propose. Ça va être les agriculteurs, c'est les architectes, c'est des concierges, c'est des dessinateurs, c'est des paysagistes, c'est vraiment je pense, ça va être un changement sociétal, hein, mais j'y crois. L'idée aussi, c'est de soulager les stations d'épuration. À Yvonand, on a un quartier entier, Nidance, qui nous pollue un des captages parce qu'ils n'ont pas de raccordement. Je n'ai pas encore réussi à faire passer l'idée qu'avec des toilettes sèches, on aurait un peu moins de problèmes. À Yvonand toujours, on envisage de faire un tuyau qui va d'Yvonand à Estavayer pour amener notre caca jusqu'à Estavayer et le retraiter là-bas. On pourrait faire localement et plus simplement.
le recyclage des matières premières, à ce moment-là, on envisage l'urine et matières fécales comme une ressource et non plus comme quelque chose qu'il faut absolument vite faire disparaître et brûler, je ne sais quoi. Et puis les économies d'installation du réseau qui sont évidentes. Dernière conclusion, voilà, je pense qu'un jour, degré ou de force, on y sera. Si on peut y être degré, c'est plus facile. Et puis, un des derniers avantages, c'est la fameuse bactérie Magnacae qui se trouve en assez grande quantité dans un compost bien mené. Cette bactérie est antidépressive. Moi, je ne peux que vous suggérer, vous encourager à composter et composter encore. Et puis à aller humer le compost. Et un bon compost, ça sent bon, grâce à cette bactérie. J'en ai terminé sur les toilettes sèches. Moi, ça m'avait une question. Vous récupérez l'urine pour la remettre en agriculture. Mais dans l'urine, il n'y a pas des résidus médicamenteux? Il peut y en avoir, oui. Alors, le sol a une fonction de filtration. L'eau en aura jamais. Donc, mieux vous mettre quand même dans le sol quelque part que dans l'eau qui diffuse. Donc, ça, c'est un moindre mal. C'est pas. Mais c'est juste comme question. Les recherches de Léa Vague sur les micropolluants, ça revient vraiment de façon récurrente, donne un avantage quand même au processus de compostage pour le retraitement des micropolluants à celui des stations d'épuration actuellement. Pour les micropolluants, les grandes steppes en Lausanne font de grosses études et puis travaillent fort là-dessus. Oui, mais c'est des millions et des millions et des millions. Enfin, c'est vraiment ça le souci, c'est des millions là-dessus, des millions pour les... on a fait 500 mètres de tuyaux à Yvonan, 1,5 million, je ne sais plus, enfin c'est... Ouais, alors qu'on n'arrive pas à se construire une école. Moi, je suis absolument convaincue du système. Déjà, le bulletin du corps, j'avais dans un endroit, je n'ai absolument pas trouvé. C'est vraiment Bourgogne, nous en avons perdu. Et il y avait des toilettes sèches, mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est le dispositif, donc si ça apporte de matériel, si vous pouvez expliquer pour la pratique, c'est ça qui m'intéresse. Sur la pratique, j'ai déjà reçu des copeaux et de la cire, d'un artisan de l'usine. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut, mais concrètement. Concrètement, c'est d'avoir assez de matière carbonée. Ça, c'est la première chose. Si vous avez une toilette sans séparation d'urine et que vous avez tout dans un seau, il faut quand même une bonne quantité de copeaux. Par contre, vous pouvez vous contenter de n'avoir que du copeau, même un peu de sciure, c'est pas trop grave. On dit qu'il ne faut pas mettre de sciure dans le compost, mais si vous en avez un peu, c'est pas dramatique. Et puis après, vous utilisez votre toilette. Il faut savoir que quand vous avez ce qu'on appelle donc une TLB, une toilette juste sur un seau, au moment où vous la videz, même si vous avez mis beaucoup de copeaux, il y a quand même pas mal d'écoulement. Je peux pas... Après, si votre tas de compost est assez gros et puis que vous pouvez le verser en plusieurs fois gentiment, il y aura un peu moins d'écoulement. Mais après, il faut aussi, peut-être concrètement, c'est se dire que très vite, vous allez avoir un premier tas de compost, puis un deuxième, puis un troisième. En général, vous allez tourner sur... Ça composte lentement, quand j'ai 18 mois à 2 ans par rapport à un compost. Oui, au bout d'une année, il est déjà nickel normalement le compost. Moi, j'ai fait analyser le mien au bout d'une année parce que je déménageais, donc j'allais quitter mon compost. Et j'avais envoyé ça chez Sol Conseil. Et puis, je lui ai dit que c'était du compost de toilettes sèches, donc il a pris des extrêmes précautions parce qu'il s'attendait à trouver des dizaines de milliers de colonies de bactéries, et il en a trouvé 160 colonies par gramme litre, ce qui était en fait un résultat quasiment équivalent à celui des stations d'épuration à l'époque où on pouvait encore répandre les boues. Les normes demandaient 100 colonies par gramme litre, 160, donc c'était vraiment... et ils ont été surpris en bien de la qualité du processus. Et vous mettez le compost à l'extérieur avec vos détritus alors oui, mélangez tout. Quand c'est dans le jardin, le plus vous avez d'intrants différents, déchets de cuisine, les Kleenex, le papier ménage, un peu de carton, le contenu des toilettes. En France, on demande de faire un compost naturel. Non, pas dans la loi. Vous pouvez avoir un compost vous avez tout.
c'est pas obligatoire d'avoir un compost uniquement du contenu des toilettes. D'ailleurs, ce serait pas logique. Mais dans la maison, dans une toilette qui aurait une chambre de compostage à la cave, par exemple, je ne conseillerais pas de mettre de déchets de cuisine. Je pense que l'obstacle principal de ces procédés, c'est le blocage psychologique des jeux. Je suis stupéfait quand on discute avec des personnes où c'est inconcevable pour elles de manger des aliments qui auraient poussé dans leur jardin, on aurait mis du compost, de caca, quoi. C'est inconcevable. Ouais, oui, le frein psychologique, c'est le plus grand. Oui, oui. C'est vraiment le frein au développement. Mais ça évolue énormément, énormément. Enfin, là, depuis que j'ai commencé l'entreprise jusqu'à maintenant, c'est pour ça que je voulais faire la location. C'était parce que je me disais, l'essayer, c'est l'adopter. Et puis, c'est vrai que depuis 2007, c'est vraiment des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui ont pu les utiliser et puis qui ont fait tomber un peu des tabous. Mais de là à passer à l'acte, mais qu'est-ce qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, là, il y a à Avanches, où ils ont eu une pollution monstre dans le lac du Morat, parce qu'ils ont eu un problème de steppe. Ça aurait été assez facile de résoudre le problème pour la commune pendant quelques temps. En plus, ils ont une plateforme de compostage très importante là-bas. C'est les mentalités qu'il faut changer. Comme disait Michel tout à l'heure, au moment où on est à la forêt, on paye une taxe, il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Il faut se responsabiliser pour qu'on se bidon. Ah mais j'ai déjà pire que ça, avec mes toilettes sèches en appartement, je consomme 30 mètres cubes d'eau par année, enfin rien, on me facture 120. Parce que c'est le minimum que je dois consommer. C'est quelque chose qui encourage à faire des économies. Peut-être aussi un problème aussi, c'est que les gens ils font leurs besoins dans les toilettes et à partir du moment où ils appuient sur la chasse d'eau, c'est plus leur problème. Vous connaissez des cas où des immeubles qui ont été équipés d'une toilette sèche? Alors, il y a la coopérative Équilibre. Ouais. Ils ont eu beaucoup de soucis parce que les cuves n'étaient pas bien pensées au départ. Donc vraiment, ils ont eu, je crois qu'ils ont pu résoudre une partie de leurs problèmes. Et là, c'est vraiment un problème de conception en fait au départ. Il faut que ça apprenne pour. Et puis il y a eu un peu le même problème. Il y a aussi les bureaux. Winoffice à Givisier, Conrad Lutz. Il y a eu le premier bureau, le premier building administratif entièrement équipé en toilettes sèches. Et puis, il y a, comment ça s'appelle? À Romont, il y a 3 maisons, dont 2 locatives, qui sont entièrement équipées en toilettes sèches. Donc ça vient, mais les gens, souvent, ils ne demandent pas, ils le font. S'ils demandent, ils s'exposent à... Donc par contre, il a construit, c'est le propriétaire de ces maisons, il les a construits et il a quand même dû se raccorder. Et puis il regrette, c'était il y a déjà un moment, donc maintenant il s'est à refaire et il prendrait des solutions en plus locales de retraitement des eaux grises. Ah ben, c'est vrai que c'est chez les privés ou dans un bureau où finalement c'est pas qui décide, une coopérative, mais dans un immeuble locatif. Ensuite, il y a que la c'est pas coopérative évident, je Équilibre. pense, ça peut mettre en location des appartements. Enfin, ça n'aide pas à convaincre le propriétaire qui construit son locatif de 20 appartements. Ça va. On serait étonné. On serait étonné. Je pense que si les gens leur proposent, en tout cas là quand il a loué sa maison, il a tout de suite trouvé quelqu'un qui était tout content d'avoir un système de toilettes sèches. Et moi je suis persuadée que, alors on ne pouvait pas faire l'entier des plaines de bois à Lausanne, des écoquartiers lausannois avec des toilettes sèches, parce qu'effectivement il y aurait sûrement trop de gens qui auraient des freins, mais une bonne partie, je pense qu'on arriverait à trouver les... moi sur maintenant 2007 à 2014, sur 7 ans, je vois vraiment le changement. Vraiment. Je vois les gens qui viennent me trouver, je peux tirer de chasse d'eau, enfin, chacun a ses motivations, ses raisons, mais ça bouge beaucoup. Est-ce que ça s'est pas déjà généralisé dans les pays scandinaves? Ah oui. Donc, toutes les technologies de toilettes sèches, soit elles viennent d'Afrique du Sud, soit elles viennent de Finlande, Suède, Norvège, Allemagne. C'est les pays qui sont les plus à la pointe. Et puis dans les... alors, est-ce que c'est la Suède? Si je dis pas de bêtises, je crois que pour avoir un permis de construire, il faut maintenant des systèmes de traitement écologique et locaux de toilettes.
La Suisse est un pays particulier, hein, du point de vue, excusez-moi, c'est un pays particulier du point de vue de la fécophobie, et puis de la surhygiénisation, etc. C'est vraiment un petit pays à part de tout ce qui se fait autour. En France, bon, parce qu'ils ont manqué d'eau, mais ça a fait un boom énorme depuis 2003. Est-ce qu'il existe des systèmes de récupération des entreprises en fait, qui se chargeraient de récupérer en fait, les matières pour les composter? Alors, pas encore, mais là-dessus, moi, je suis prête à discuter avec toute personne qui... Parce que c'est vrai que, par exemple, moi, pour les locations, pour l'instant, je bosse seul, c'est souvent quel événement c'est. Moi, je trouverais vachement bien qu'il y ait des entreprises qui fassent. Il y a un architecte sur Grange-Marnant qui met maintenant des toilettes sèches sur ses chantiers, puis qui m'a parlé d'éventuellement faire un partenariat de ramassage, comme ça, mais c'est pas encore... on en parlait aussi un petit peu au début de... Et puis, par exemple, Germanier, Lavigny, ils font du biogaz, ils me reprennent mes bidons de festival, mais Chavornay, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Parce qu'à l'issue les digestats ne sont pas compostés. Les digestats du biogaz, ils sont directement mis dans les champs comme ça. Donc ça circule à 38 degrés, donc autant dire que les bactéries à la sortie, elles sont puissantes. Il n'y a peut-être encore pas le volume non plus. Hein. On n'est que 2 à faire la location en Suisse romande. Ça se développe aussi pas mal en Suisse allemande. Mais est-ce que si le procédé s'industrialise justement au niveau du compostage, est-ce qu'il n'y aura pas le même problème par rapport à l'épandage des boues, ou ce sera interdit et qu'il faudra signaler? Parce que justement des micropolluants, tout ça, on va trouver comme pour la justification de l'interdiction de l'épandage des boues, c'est ça. Les micropolluants, il y en a une partie qui vont venir des médicaments, etc., mais beaucoup, c'est dans les gels de douche. C'est dans les produits ménagers ou de beauté, où ce n'est pas forcément des choses qui sont absorbées dans le corps. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je vois apparemment mal, a priori, que les autorités accordent la possibilité d'épandre le compost venant de toilettes sèches, alors qu'elles interdisent l'épandage des boues d'épuration. Alors, ce ne sera pas des boues, ce sera du compost. Et ce sera du compost, ce n'est pas des composts de toilettes sèches, c'est du compost. Le compost, c'est un matériau qui est stable, qui est fini, qui est achevé, qui ne va plus évoluer. Donc c'est plutôt... comme je vous dis, j'ai fait analyser un compost après une année, et il était nickel, vraiment. Il était à ciel ouvert, donc peut-être qu'en plus les bactéries qui ont été trouvées, c'est celle des crottes du chat qui est passée. Oui, au niveau bactériologique, oui, mais au niveau des micropolluants et les molécules sont... Ce sera toujours mieux de les... bon, déjà, on n'est pas sûr qu'en les brûlant, on élimine tout. Hein. Et puis, nouveau, ce sera toujours mieux comme ça qu'à travers des stations d'épuration. Et puis c'est aussi agir en amont. Enfin, c'est nouveau dans exiger que les entreprises elles aient des produits clean, etc. Il faut avoir ce courage-là de demander et puis d'en parler. On achète bien du compost avec une surface pour faire tes jardins. Oui. Et là, je pense que la prochaine fois que je ferai analyser le compost, je ne dirai rien du tout au laboratoire. J'enverrai le compost tel quel et voir ce qu'ils disent. Parce que là, j'ai marqué compost de toilette sèche, donc il a dit c'est bien pour des cultures ornementales. C'est mieux que c'est du compost de jardin. Peut-être me dire que ça va bien pour le potager. On est nombreux, j'ai mis aussi un livre là-bas, le Humanio Handbook de Joseph Jenkins. Il a fait toutes les analyses possibles, ça fait des années qu'il travaille sur le sujet. Tous les arguments sont dedans. Oui, non, mais il faut faire un vocabulaire. Non, mais je ne conteste pas. Déjà, rien qui n'est pas fait dans le livre, ça, c'est basique, c'est vrai. Mais ce que je veux juste dire, c'est que je vois mal, dans la situation actuelle, les autorités accorder l'autorisation justement d'aller épandre le compost, puisque finalement le problème... Si je me réfère à des grands français, c'est eux, ils ont résolu le problème, mais pas tout à fait. Enfin, la loi elle dit qu'on ne
doit épandre son compost donc, sur sa propre surface, sur sa propre parcelle. C'est pas sur le potager. La loi ne dit pas qu'on ne peut pas le mettre au potager. La loi elle dit qu'on est obligé de l'épandre sur sa surface personnelle. Mais elle ne dit pas que ça doit pas aller au potager. Ça, l'usage. La filière avec laquelle je travaille pour là-bas, c'est ça. L'ANC les SPAC. Les SPAC de la Russie. Et les analyses que j'ai faites, c'est pour ça, ça s'applique de ne pas mélanger, faire un compost à part avec des bacs, parce que ça se fait beaucoup plus longtemps. Et de ne pas mettre ça sur le potager. C'est juste pour. Je crois qu'ils sont plus peignés en France parce que si on fait du terrain pour ça va, mais si on achète du terrain, si c'est plus possible. Hein. Si. Tout ce qui est naturel en France, c'est la guerre. Hein. C'est des histoires de lobby. Mais là, lors d'un SPAC à l'autre, ils n'avaient pas non plus les mêmes interprétations. Hein. Ils font des cours pour essayer d'accorder les violons de tout le monde. Moi, j'ai fait des cours sur les toilettes sèches ou sur l'épuration des eaux avec des spankers, enfin, des gens qui sont du. Et ceux-là, c'était ceux qui étaient ouverts et puis qui n'allaient jamais chicaner. Et puis, il y a tous les autres qui ont une marge de manœuvre importante. J'espère qu'il faudrait en parler pour faire évoluer les choses. Mais en fait, si on en parle, on va avoir des zones. Je pense que les tous. Ils ont des assises une fois par an. D'ailleurs, il y a quelques divergences de vue. Oui. Et des fois, il faut faire et pas dire. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne composterait pas les bouts d'épuration? Parce qu'on a des bouts, donc... Et puis les bouts d'épuration, elles vous collectent aussi tout ce qui vient de l'industrie également, tout ce qui vient elles collectent toutes les eaux usées de l'artisanat d'une commune comme ça. Donc c'est pas, on met beaucoup sur la faute des gens, mais il faudrait aussi regarder ce que les industries relâchent. C'est pas que le particulier qui est fautif de tout polluer. Donc c'est plus compliqué de composter ça. Oui.